Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. « 32e épisode. Reprendre en main son temps et son attention face aux plateformes via l'asynchronie et un téléphone qui marche mal. » Plum nous évoque son expérience dans laquelle il ne se connecte qu'une fois par jour et a quitté les médias sociaux, faisant la preuve qu'on ne perd pas ses amis, les vrais, dans l'exercice. Une fois n'est pas coutume, l'entretien plutôt long est divisé en 2 épisodes. Nous vous souhaitons une bonne écoute du premier d'entre eux. Plum, bonjour. Bonjour. Tu mènes une expérience un peu particulière, c'est-à-dire que tu as débranché ta machine. C'était quand? Pourquoi tu as fait ça? Alors, j'ai pas débranché, j'ai tenté de la déconnecter, mais le fait qu'on se parle prouve que je ne suis pas extrémiste dans cette déconnexion. Donc j'ai plutôt essayé de retrouver une hygiène de connexion, on va dire. Et que j'ai appelé déconnexion parce que c'est un mot plus facile. Et c'est plutôt une réaction face à la connexion, l'hyperconnexion permanente, que l'on connaît tous, hein, surtout dans le monde tech, mais autour de soi, il suffit de voir tous les gens qui sont en permanence sur leur téléphone dans la rue. On est tout le temps connecté, on est tout le temps soumis à des stimuli. Et j'avoue que j'ai fait une sorte de burn-out de cette hyper-connexion, de cette hyper à la fois recherche d'interaction et de répondre aux stimuli, aux notifications. Et donc j'ai beaucoup réfléchi. Il y a quelques années, je m'étais fait 3 mois sans réseaux sociaux en me disant: «Ah ça c'était génial». J'avais appelé ça ma déconnexion. En fait, j'avais simplement fait une liste de 6 ou 7 sites web sur lesquels je me suis interdit d'aller pendant 3 mois. Ça avait été très intéressant parce qu'effectivement, rien que ces 6 ou 7 sites web suffisaient à retrouver déjà un peu de sérénité numérique, on va dire. Mais très vite, j'ai constaté que dès que j'ai fini ces 3 mois, eh ben, je me suis senti mieux et il a fallu, quelques semaines pour retomber dans le train-train quotidien, dans les réflexes, dans le fait que dès qu'on a un peu de frustration, dès moi j'écris beaucoup, mais donc je dois prendre le temps d'écrire, de réfléchir, mais c'est plus facile d'aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, d'intéressant à lire. Et donc pour vraiment essayer de me couper de tout ça, j'ai décidé et j'ai préparé de me couper d'internet tout le temps, sauf une fois par jour. Une fois par jour, je m'autorise à synchroniser ma machine. Donc, dans les mois qui ont précédé, ici le 1er janvier 2022, j'avais mis en place, des scripts qui vont télécharger mes emails, qui vont synchroniser mes emails, et en fait, sans le vouloir, mais je me suis dit: «Je veux pas me couper de mes flux RSS», donc je synchronisais mes flux RSS. Et puis il y a toute une histoire avec le fait que j'avais quand même envie de consulter certains sites web. Et donc j'en suis arrivé même à développer mon propre navigateur, offline. Donc il s'appelle Offpunk, qui est un navigateur en console. C'est ça que je voulais de toute façon, et qui, va télécharger tous les sites web, que je veux, les liens qu'il a reçus pendant la journée. Il va les télécharger en même temps que mes mails. Donc ça veut dire que j'ai accès à tout ce que je veux lire sur internet, mais il y a une sorte de délai de 24 heures, dans le sens que je sais que tout lien sur lequel je clique, alors je clique pas, c'est en console, mais je tape le numéro, et ne sera disponible que, le lendemain. Sauf si il appert qu'il est déjà dans mon cache. Et donc à ce moment-là, je me retrouve à surfer sur une partie du web qui est offline sur ma machine. Alors on pourrait dire, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que je suis offline ou pas? Est-ce que c'est une déconnexion, ou pas? C'est une vaste discussion. C'est un peu étonnant de la part d'un informaticien. C'est quoi ton parcours qui t'amène à ça? Alors moi, je suis un vrai geek de la vieille école, c'est-à-dire que j'ai fait, ingénieur, en informatique avec une spécialité en intelligence artificielle à l'École polytechnique de Louvain. J'ai eu du mal à finir mes études. Je les ai finis, mais j'ai eu du mal parce que je passais plus de temps à programmer des logiciels open source et à contribuer
à l'époque au tout naissant Ubuntu, donc j'étais impliqué dans l'équipe qui a mis en place, Ubuntu avant que ça s'appelle Ubuntu. Donc j'ai écrit le premier livre, à ma connaissance, c'est le tout premier livre au sujet d'Ubuntu en 2005 pour les éditions Erol. Donc j'ai vraiment été complètement dedans, je suis complètement dedans et aujourd'hui, je suis revenu ici à l'École polytechnique où j'enseigne justement, l'open source et le développement open source. Donc c'est vrai que je suis je suis dedans, j'ai développé des logiciels, j'étais membre du projet GNOME, j'ai travaillé toute ma carrière dans l'informatique, en fait. Donc oui, j'ai un profil, relativement typique à ce niveau-là. Alors je suis plutôt atypique dans le sens que je suis un littéraire, mais au niveau, informatique, programmation et tout ça, je pense que je suis relativement typique et je pense que peut-être justement le fait, c'est comment on dit? Quand on sait comment on fait les saucisses, on a soudainement plus envie d'en manger. Et ben, le fait de vraiment comprendre ce qui se passe derrière, d'avoir cette sensibilité que l'open source, m'a donnée sur, les l'utilisation des données privées, la vie privée en ligne, sur tout ce qui se passe, d'avoir vu grandir tous ces frameworks, qui deviennent hyper complexes pour le développement informatique. Et bien, je crois qu'il y avait un désir de retour à la simplicité. Pour le travail, pour un de mes employeurs, j'ai passé quelques années, sous macOS et en fait, je crois que j'ai saturé complètement de tout ce coloré, de ces systèmes qui sont en fait compliqués à gérer quand on connaît l'informatique, mais qui offrent plein de boutons colorés pour donner une impression, de facilité qui n'est pas vrai parce que franchement, mettez quelqu'un à installer un ordinateur Mac, sans aucune compétence, c'est une horreur. Mais il y a toute je dirais cet aspect, hypocrite, fake marketing quoi, de bling bling, on va dire. Et donc j'ai eu vraiment le besoin de revenir à Linux, en ligne de commande, avec un Windows Manager, Tiling Windows Manager. Donc j'avais vraiment ce besoin viscéral de revenir à mes racines, de revenir à ce qui m'a toujours passionné, c'est-à-dire les programmes C, système et j'ai découvert le réseau Gemini aussi, si je sais pas Oui, si on en reparlera, on aura l'occasion de. ouais et donc je crois qu'il y avait un désir de minimalisme et ce désir de minimalisme, c'est accompagné d'un questionnement sur, «Mais qu'est-ce que je fous de mon temps sur mon ordinateur?» Et de voir plutôt, à un moment, de voir l'ordinateur comme une bête qui mange mon temps, qui mange mon Mmh. attention, le téléphone aussi, parce que le téléphone n'est jamais qu'un ordinateur parmi d'autres. Et donc je me suis notamment, procuré via un site chinois un téléphone, avec écran e-ink pour être, qui marche mal, qui marche tellement mal que justement ça donne pas envie de l'utiliser. Donc on va peut-être expliquer ce que c'est que l'e-ink, hein. Donc c'est un écran, tu me corriges, hein, mais qui avec un taux de rafraîchissement, très lent, mais qui par contre a une consommation énergétique extrêmement faible. Voilà et c'est ce qu'on a sur les liseuses, donc les Kobo, les Kindle et cetera. Donc c'est un écran qui est aussi uniquement noir et blanc, nuance de gris et en plus, c'est un système chinois, mal traduit avec plein de trucs qui fonctionnent pas. Donc en gros, ça fonctionne très mal, on voit pas les couleurs, donc on a vraiment pas envie, heu et on pourrait se dire: «Mais pourquoi pas prendre un dumb phone?» comme on dit, un téléphone vraiment basique Oui, qui ne et fait que téléphone. mais parce qu'en fait, moi, c'est pas le téléphone qui m'intéresse, le téléphone m'emmerde parce que justement, la moitié des appels que j'ai sont du spam et je me suis rendu compte que moi, j'utilisais essentiellement le téléphone pour la cartographie, pour mes trips à vélo Mmh. ou quand je fais du vélo, donc j'avais besoin, plutôt d'un mini GPS et alors de Signal essentiellement pour communiquer avec ma famille. Donc c'est assez simple et alors du coup pour communiquer avec mon GPS de vélo, il fallait un Android parce que ça, voilà, c'est un logiciel propriétaire et du coup, ça remplit bien le contrat, c'est-à-dire que je peux regarder des cartes, mais c'est pas bling bling. J'utilise, les applications, OpenStreetMap et Organic Map, qui est, une application libre basée sur OpenStreetMap
Et donc voilà, et j'ai mes messages, mais j'ai supprimé mes emails, par exemple, de mon téléphone. Mmh. Donc, il y a pas les services Google, donc il y a plein de trucs qui fonctionnent pas de toute façon, même si j'ai essayé, il y a des trucs qui donc en gros, là, mon téléphone ne sert vraiment que pour m'appeler en cas d'urgence, mais je le mets de toute façon en mode avion la plupart du temps. Donc là, j'ai réussi comment on dit? Se dé Te libérer? Ouais, mais me Débrancher? désintoxiquer. Tu considères que tu étais intoxiqué ou Ah que oui, les autres le sont? je peux pas juger les autres évidemment, Mmh. mais moi je sais que je l'étais. Un truc que j'ai appris, c'est que quand on est addict, ce qu'on dit aux alcooliques anonymes, c'est qu'on le reste toute sa vie. Je sais que si voilà, si je suis devant un truc, un écran connecté, machin, mais je commence à chipoter, à jouer, je m'intéresse, donc je crois que je serai addict toute ma vie. Donc on ne guérit pas, moi je suis clairement addict, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui le sont, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui et j'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui sont clairement là-dedans. Je pense que le fait de s'en rendre compte, c'est très bien. Je pense qu'il y a une grande proportion de gens qui ne s'en rendent pas compte. Et il y a des gens qui sont simplement beaucoup moins sensibles que moi aussi, donc il faut reconnaître, il y a des gens, le problème, c'est de savoir lesquels ne sont pas du tout addicts parce qu'ils ne sont pas sensibles et lesquels sont addicts mais ne le reconnaissent pas ou ne veulent pas le voir. Ça, c'est, voilà, je laisse chaque auditeur décider de quel camp il fait partie, mais je pense qu'il y a un problème de santé publique. Et je vais plus loin, je pousse toujours l'analogie avec la cigarette qui pour moi est mais je pense que le smartphone sera vu d'ici, quelques années, peut-être 10, peut-être 20, mais vraiment comme on devrait voir la cigarette aujourd'hui. On la tolère encore beaucoup trop, mais je pense que le smartphone, on se rendra compte en regardant les photos, des gens dans la rue, les photos des événements où tout le monde ne regarde plus l'événement, mais le regarde à travers son smartphone. Où je pense qu'on se rendra compte, mais qu'il y a un réel problème de santé publique. Et selon toi, c'est lié à l'objet, à la lui-même ou à ce qu'on trouve dessus? C'est-à-dire, la manière dont certaines applications vont jouer en fait sur, le fait de capter l'attention et de Alors là, évidemment, tu mets le doigt sur, un questionnement hyper intéressant. Heu, j'aime beaucoup ce qu'écrit Michel Demurger, même si certains le voient comme un catastrophiste. Il avait écrit TV Lobotomie et La fabrique du crétin digital. Je pense qu'il s'est très, très documenté ce qu'il explique. Donc il y a déjà une addiction naturelle au principe écran. Donc une source de lumière colorée qui s'anime est faite pour attirer l'attention. Je je prends l'exemple, vous rentrez dans un café, bondé, vous avez pas vu qui était là, vous savez peut-être pas vous avez pas le temps de reconnaître des visages, mais s'il y a un écran dans la pièce, vous rentrez, je vous fais rentrer, ressortir, je suis certain que vous pouvez me dire ce qui s'était affiché sur l'écran. Voire me dire le nom du commentateur, du présentateur télévisé si vous êtes, quelqu'un qui regarde la télévision. Parce que ou du politicien ou même le match de foot que c'était. On ne sait pas ne pas être, heu, attiré par l'écran. Il y a eu des expériences avec des enfants qui ont montré que, voilà, c'est physique, l'écran nous attire. Donc il y a déjà une composante complètement physiologique. Mais voilà, mais l'écran est quand même utile parce que bon, je pense que tes auditeurs, sont des gens qui passent beaucoup de temps sur un écran. Heu et comme moi, comme nous, hein, on fait partie de ces on a la plupart d'entre nous ont une carrière professionnelle où finalement on passe beaucoup de temps sur un écran. On aime bien ça parce qu'on aime bien ce qui se passe derrière l'écran en quelque sorte. Donc mais voilà, donc l'écran est utile, mais il a une forme de fascination. Ça, c'est le premier point. Mais on pourrait essayer de mitiger ça, on pourrait travailler là-dessus. Je veux dire que si quelqu'un voit mon ordinateur, moi j'ai un fond d'écran noir uni, j'utilise, une distribution Linux qui s'appelle Regolith qui est basée sur, i3, i3. Donc
il y a rien, il y a pas de fenêtre, il y a juste des terminaux. Moi, tout est en noir, écrit en blanc sur fond noir, donc Oui, et puis les fenêtres prennent toute la place disponible, voilà. Et donc, pas de, et on voit grâce rien derrière. et grâce à mon navigateur, maintenant, je suis 100% en ligne de commande. J'utilise Neomut pour mes mails et mon navigateur Offpunk pour le reste. Plus j'écris dans NeoVim. Donc, et le reste, je gère mes fichiers dans mon terminal. Donc, vraiment, là, Et quand tu tombes sur un PDF, comment tu fais? je l'ouvre avec Zatura, qui a les raccourcis Vim et qui est en ligne de commande. Et même les images, mon navigateur Offpunk lit les images dans la console grâce à un logiciel qui s'appelle Shafa, qui transforme les images en, en pixels grâce à des caractères Unicode et des couleurs. Donc ça permet d'avoir une approximation de l'image en mode texte dans le terminal, quoi. Donc c'est pour dire que voilà. Ce que tu mets en place, c'est cette asynchronie, en fait, c'est pas vraiment enfin, on voit qu'il y a une forme de rejet, mais c'est pas complètement un rejet, c'est plutôt, moi j'ai l'impression, une volonté de reprise en main, Exactement. pas peut-être un peu radicale, ou ça peut être lu par certains comme assez radical, on va dire. Quelle est la part de rejet, quelle est la part, et quelle est la part d'appropriation, de réappropriation? Je pense qu'il y a un rejet des modèles économiques globaux. Je vais peut-être séparer les questions. Ce que je Mmh. rejette, ben, c'est les modèles économiques monopolistiques qui et je dirais basés sur le marketing. Ça, c'est un de mes grands chevaux de bataille, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus que du marketing. Et tout le reste de l'univers ne sert plus qu'une chose, c'est à soutenir le marketing. Si vous achetez quelque chose dans un magasin, la pub ne sert plus à vous faire acheter dans le magasin, c'est le produit dans le magasin sert à faire connaître la marque. Donc tout est basé sur le marketing et donc j'essaye intellectuellement de retourner le paradigme. Ce n'est pas le fait qu'on doit acheter dans le magasin, donc il y a de la publicité et donc on a les plateformes Google, Facebook qui aident à fournir des publicités. Ça devient le contraire. C'est que acheter dans les magasins permet de financer les bilans marketing qui vont, eux, permettre de financer les plateformes Facebook et Google. Et donc, je le vois comme ça, comme vraiment des monstres monopolistiques. Alors, historiquement, il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Il y a une raison pour laquelle c'est maintenant qu'on a ces monopoles. C'est que, simplement, dans la création, l'histoire d'Internet, la création d'Unix, qui est un de mes dadas, ça je pourrais en parler pendant des heures, eh bien, le gouvernement américain s'est toujours très vivement opposé au monopole. Et lorsque Unix est apparu, au laboratoire Bell qui appartenait à AT&T, AT&T était sous le coup d'enquêtes anti-monopole et sous le coup d'injonctions, et donc AT&T a préféré laisser partir Unix parce qu'ils avaient peur des enquêtes anti-monopole. Le même chose pour le Internet, il n'y a pas de brevets qui ont été déposés parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'argent public et l'armée a dit on veut pas de brevet là-dessus, on veut que ce soit un projet scientifique et pour que l'armée y ait accès à 100%. De même quand IBM a lancé le PC, IBM était aussi sous le coup de lois antitrust pour monopole sur les mainframes. Et donc quand IBM a lancé le PC, ils ont préféré faire une plateforme ouverte et ils ont été chercher un operating system qu'ils n'avaient pas développé eux-mêmes, alors qu'ils avaient leur operating system en développement, qui était OS2. Et ils ont été chercher un jeune gars qui était le fils d'un avocat d'affaires d'IBM. Ils ont été chercher Bill Gates parce qu'ils avaient peur de créer un monopole. Donc il y avait vraiment une explosion de créativité, une explosion de marché, de business. Et à partir des années 80, il s'est passé quelque chose qui a commencé dans les années 70. Il y a eu une volonté de dire, tiens, ça a commencé idéologiquement avec le fait que les Américains sont arrivés sur la Lune et que les Russes ont pris du retard. Et donc, on a moins peur des Russes. Donc, une idéologie s'est faite, on va écraser les Russes, non pas à travers la guerre, mais à travers la guerre économique. Et pour ça, on doit avoir les entreprises les plus puissantes possibles. Et comment est-ce qu'on va faire les entreprises les plus puissantes possibles? On va laisser se développer des monopoles. Et ça, c'est un conseiller de Reagan, Robert Bork, qui a théorisé ça. Ils en ont profité pour se dire, en plus, nous,
en tant que puissant, on pourrait en même temps avoir des actions dans les monopoles, c'est pas plus mal. Et Reagan et Thatcher ont mis en place en parallèle des actions pour autoriser les monopoles. Aujourd'hui, les monopoles sont tout à fait autorisés. Alors, la loi anti-monopole continue à exister, mais elle a été réduite à sa plus simple expression, exprès pour laisser les monopoles prendre place. À partir du moment où la loi passe, justement, c'est à partir du moment où apparaît Microsoft. Microsoft qui est aujourd'hui toujours un énorme monopole, qui a racheté GitHub, qui a LinkedIn. Ça a laissé la place à Microsoft, et puis Google, et puis Facebook. Tout simplement, des entreprises qui, 20 ans auparavant, auraient été immédiatement cassées par la justice et par le gouvernement américain. Donc c'est quand même hyper intéressant de voir qu'on a laissé des entreprises prendre un pouvoir énorme. Et ce pouvoir énorme est pris sur quoi? Simplement sur un business model. Elles ont toutes le même business model qui est: on va revendre le cerveau des, de nos utilisateurs. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Beh, en ayant le plus d'utilisateurs possible, et une fois qu'on a les utilisateurs, en les manipulant de la manière la plus efficace possible pour pouvoir leur vendre. Alors il y a des débats aujourd'hui, justement, sur le fait, est-ce que c'est efficace ou pas la manipulation qu'ils font pour nous faire vendre? Il y a notamment Procter& et Gamble, ils ont coupé 10 millions de dollars de budget de leur campagne de pub sur Facebook, et ils se sont rendus compte que ça avait un impact de 0,01% sur leurs ventes. Donc, il y a un livre de Tim Hang qui explore cette idée sur le fait que, en fait, tout ce qu'on sait de la manipulation des cerveaux par Facebook et Google nous est fourni par Facebook et Google. Donc, en gros, ils vendent leur cam. Mais là où je suis plus alerté, c'est que même qu'ils arrivent, oui ou non, à nous manipuler pour nous vendre de la merde, la question n'est pas là, c'est que pour pouvoir nous manipuler, ils doivent attirer notre attention. Et là, il y a une chose qui est démontrée par maintenant des dizaines et des dizaines d'études, c'est que littéralement, ils nous volent notre attention. Avec tous les trucs, c'est aujourd'hui, la plupart des ingénieurs qui travaillent dans le monde du web n'ont qu'une seule chose à faire, c'est comment capturer le plus possible l'attention des utilisateurs. Comment capturer les utilisateurs, comment capturer leurs données, comment capturer leur email. Même vous allez sur un site d'actualité tout à fait traditionnel qui est censé être financé en partie par les deniers publics, vous avez plein de petits boutons rouges qui s'allument, inscrivez-vous, machin, vous avez des pubs, tout est fait pour renforcer, pour attirer l'attention. Et comment est-ce qu'on attire l'attention? Physiologiquement, simplement en créant du stress. C'est la seule façon. Voilà, on crée de l'imprévu, du stress. Et c'est pas un hasard si les pastilles sont rouges pour les notifications. Et donc, Or, et là je parle pas, je ne parle que de la capture de l'attention. On est face à une industrie qui bénéficie d'un substrat légal incroyable avec cette autorisation de monopole. Et donc on a d'un côté le monopole, d'un côté la technologie qui permet à une industrie pour un coût quasiment nul de se répandre à travers le monde. Je dis un coût quasiment nul parce que vous n'avez pas besoin d'ouvrir le moindre building en Azerbaïdjan pour capturer tout le marché de l'Azerbaïdjan. Il suffit d'avoir 3 serveurs qui sont connectés. Donc, pour un coût quasiment nul et sans aucune restriction légale, on a les monopoles qui ont le business de capturer au maximum l'attention des utilisateurs, de 8 milliards d'individus. Comment est-ce qu'on va capturer au maximum l'attention de 8 milliards d'individus? Je parle pas des données, je parle que de l'attention. Et ça, c'est dramatique simplement pour toute personne dont l'attention est une ressource précieuse. Alors, je vais caricaturer ici, mais si vous travaillez dans un métier qui est dur physiquement, hein, je sais pas, vous portez des charges et vous n'avez pas besoin de votre attention, mais en fait, on a tous besoin. Un docker qui manipule une grue, excusez-moi, mais s'il est sur son téléphone pendant qu'il manipule la grue, c'est dangereux. Mais imaginons un métier où on n'a pas besoin d'attention, eh ben, on pourrait dire effectivement, cette personne-là, après le boulot, elle peut se délasser, elle peut donner son attention comme elle veut. C'était qu'a toujours offert la télévision, finalement. Mais
Aujourd'hui, cette demande d'attention, elle est là en permanence tout le temps. On la met dans notre poche avec notre téléphone. Elle vient nous chercher tout le temps. C'est le business. C'est pour ça que c'est ça que le smartphone a permis et c'est ça que Google s'est très vite rendu compte. C'est pour ça qu'ils ont racheté une boîte qui faisait un OS pour les appareils photo qui s'appelait Android. Ils l'ont racheté, ils savaient ce qu'ils faisaient. Alors en parallèle, c'est l'iPhone qui a été lancé le premier. Alors, mais l'iPhone, là, Steve Jobs n'avait pas du tout compris ce qu'il faisait. Hein. Il faut bien préciser que l'iPhone, au départ, c'était un iPod qui faisait aussi téléphone. Et que l'iPhone ne devait pas être configuré, il n'y avait pas d'app, Steve Jobs l'avait strictement interdit, c'était un iPod spécification Apple avec les applications Apple, point barre. Mais très vite, ils se sont rendus compte, ouah, le business est là, le business est énorme. Bah, quand on prend 30% à chaque vente, Ah oui. ça vaut la peine. Ah bah oui, alors là, non seulement ça vaut la peine, mais c'est surtout, par exemple, Apple avait la possibilité de se démarquer, mais Apple est devenu un grand produit populaire qui vit par le marketing, en prétendant être justement un produit haut de gamme de luxe, et certains aspects peut-être qu'ils le sont. Et lorsque on observe, c'est que chaque monopole finalement c'est un peu spécialisé dans où vais-je aller chercher l'attention des gens. Microsoft c'est spécialisé, je vais aller chercher l'attention des gens dans le cadre professionnel. Ils ont racheté GitHub, ils ont racheté LinkedIn. Et ils ont Microsoft Teams, Office 365, et on va capturer les gens dans leur milieu professionnel et on va revendre ça à leur employeur. Hein, il y a plein de fonctionnalités d'Office 365 qui permet aux managers de savoir justement combien de temps les employés passent sur la plateforme, ce qui entraîne les employés à passer plus de temps dans les chats qu'à faire leur boulot. Hein. Quand on est un intellectuel, même quand on programme, parfois prendre 2 heures avec un crayon et un papier, c'est quand même un truc hyper productif. On est aujourd'hui simplement interdit. Je vous apprendrai rien, mais j'ai quand même j'ai 15 années d'open space dans différentes entreprises derrière moi. C'est que si vous restez les yeux rivés sur votre écran à lire des trucs, personne ne vous pose de questions. Fermez votre écran et ouvrez un livre et voyez un peu la tête de votre manager. Même si le livre, justement, est un livre qui a trait à votre travail. Et prenez 3 heures pour lire un livre. Regardez combien de personnes le fait dans l'open space. Par contre, regardez combien d'écrans Facebook sont allumés et se ferment très vite quand le manager passe. Manager qui a lui le privilège d'avoir un bureau qui fait dos à la paroi, comme ça personne ne voit qu'il est sur Facebook. Mais c'est voilà, donc on a Microsoft qui capture l'attention dans le milieu professionnel. On a Facebook qui capture justement dans les relations privées, qui a beaucoup investi là-dedans, dans l'apparence, dans le cercle social avec Instagram, compagnie, et WhatsApp. Comment est-ce qu'on va apparaître par rapport à ses amis, qui capitalise beaucoup sur si vous allez perdre vos amis. Tu as perdu des amis? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que Tu as eu des réactions, des interrogations, les gens autour de toi, est-ce qu'on comprend ou des rencontres informelles, tu dois paraître un peu un extraterrestre? mais non, parce que bon, je suis pas un grand social aussi, hein, il faut préciser ce qui est. Je suis pas quelqu'un qui invite 15 amis tous les week-ends à la maison, je suis un solitaire. Mais ce que je remarque, c'est que la définition d'ami, telle qu'imposée par les réseaux sociaux, est complètement différente de l'ami dans la vraie vie. C'est un truc qui m'a frappé très très vite, ça, en 2008, je crois 2007-2008. C'est que les gens que j'avais rencontrés m'avaient demandé comme ami sur Facebook. 3 semaines après, je croise la personne dans la rue, je vais lui dire bonjour et elle tourne le regard et donc je me suis dit: «Je croyais que comme on s'était amis sur Facebook, on était devenus», elle me considérait mais en fait, non. C'est donc voilà, et Facebook, avec les algorithmes et Twitter et compagnie, encourage à passer du temps avec des gens qu'eux ont décidé, parce que ça maximise l'engagement, maximise le temps passé sur la plateforme. Ces gens ne sont pas spécialement des amis, ils sont très rarement des amis en fait, et du coup se crée une forme de cercle social artificiel de gens avec qui on n'a pas spécialement envie d'être, mais que les plateformes nous imposent.
Et il suffit une fois que cette personne ait répondu à un de vos posts pour que la boucle s'enclenche, quoi. Et contrairement à ce que dit Facebook, il y a de la communication entre les outils, par exemple WhatsApp. Moi, je me souviens d'une fois, l'ancien propriétaire d'un appartement dans lequel j'avais vécu, mais des années auparavant, m'a un jour envoyé un message sur WhatsApp. Et étonné, je réponds: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Excuse-moi, mauvais numéro», voilà, hein, personne. Et 1 heure après, Facebook me le proposait comme ami. Donc c'est, alors c'est une anecdote, donc c'est pas scientifique, mais il y a clairement, voilà, il y a une tentative de maximiser l'engagement. Facebook aussi va vous proposer comme ami des gens, quand vos téléphones ont été à proximité pendant une certaine période. Voilà, là, soudainement, vous êtes amis. Bon, voilà, Facebook capitalise là-dessus, mais en fait, je me suis rendu compte que mes vrais amis, et en fait, ça, je m'en étais rendu compte avant, mes vrais amis, j'avais pas d'interaction avec eux sur les réseaux sociaux. En fait, mes vrais amis, en fait, ne m'intéressent pas sur les réseaux sociaux. On a une part de personnage public aussi. On a tous, chez moi, évidemment, c'est très travaillé parce que, voilà, je suis un blogueur, et mes amis, ils ont pas envie, à chaque fois qu'ils me voient, d'avoir une conférence. Ma femme va dire que c'est ce que je fais, mais du coup, quand je vois mes amis, c'est pas pour parler justement des sujets dont je parle sur mon blog. Et j'ai beaucoup d'amis simplement qui, il y en a certains qui me lisent pas, il y en a d'autres qui me disent: «J'ai pas le temps de lire tout ce que tu me racontes». D'autres qui lisent et qui disent: «Ah, c'est super intéressant», j'ai des amis qui réagissent personnellement à quasiment à chaque fois que je poste quelque chose, mais eux-mêmes n'ont pas de présence parce qu'ils ne postent pas. Il y a tout un univers, en fait, qu'il faut pas oublier. Il y a tous des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. J'ai été une fois contacté par un lecteur à qui j'ai eu un échange téléphonique, qui lui n'a jamais eu de compte sur les réseaux sociaux, ne s'est jamais intéressé par ça. Mais voilà, et c'est un lecteur de mon blog, c'est quelqu'un qui existe sur internet, qui a une présence sur internet, mais pour Facebook, il n'existe pas. Il peut pas être dans mes amis, entre guillemets. Je connais d'autres personnes qui n'ont jamais réussi à s'intéresser à ça. Voilà, ils se disent: «J'ai jamais compris l'intérêt». Et donc ceux-là, est-ce qu'ils ont moins d'amis? Je pense pas. Au contraire, je dirais même, c'est même peut-être le contraire, en fait. Parce que quand je vois moi j'en ai très peu dans mes amis, mais on voit, il y a eu une période où ceux qui étaient sur Facebook ont fait un souper entre amis et qui sont sur Facebook en même temps, ce sont les gens les moins agréables, finalement. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.